Bonjour, chers amis. Bonjour à tous, à toutes, ceux qui me font le plaisir de me suivre dans mes différents exposés sur les tonnes. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter encore une fois, puisque j'ai fait des publications écrites sur le sujet. Je veux dire sur le fleuve Sanaga. La question qui se pose et que je vous transmets est polémique. La question, c'est celle-ci. La Sanaga est sénégalaise ou camerounaise? Alors, pour répondre à cette question, nous allons aborder le sujet de manière géopolitique, de manière historique et aussi en nous basant sur l'étymologie du mot sénégalais, je vais dire du mot Sanaga. Commençons par la géopolitique. Sénégal, premier arrêt de bus. Nous nous situons vers le 5e siècle, lorsque les Portugais, d'ailleurs, comme aussi le Cameroun, les Portugais abordent les côtes africaines de l'Atlantique. Au 5e siècle alors, d'abord le Génois, Lansarol, donne le nom d'une tribu, mort sur la rive droite du grand fleuve qui baigne la Mauritanie. Il donne le nom de cette tribu à la rivière, au fleuve, le nom dont Zanagas. Z-A-N-A-G-A-S. Zanaga. 5e siècle. Après, au 6e, c'est les Portugais qui arrivent et donnent le nom de Kanaga. C-A-N-A-G-A. Au cours des siècles, ce nom va subir des transformations au niveau sémantique, je vais dire orthographique. En 1545, donc au XVIe siècle, il existe une carte allemande, qui nomme la même zone Sénéga. Sénéga. S-E-N-E-G-A. En latin, Regnum Senegae. Regnum Senegae. Ceux qui connaissent un peu de latin, ces deux mots, un est un substantif, donc nominatif, regnum, ou regnum,
Et l'autre mot, Sénégal, est un génitif, un complément qui termine par gae, la déclination, Sénégal, c'est-à-dire le royaume du Sénégal, hein, le royaume de Sénégal, au XVIe siècle. Les Français arrivent un peu plus tard et changent le nom de Sénégal ils conservent le nom de Sénégal, je vais le dire, ils conservent le nom de Sénégal, mais en ajoutant L à la fin, au lieu du nom d'un royaume le plus influent, le plus vaste du Sénégal, du pays, parmi les 10 royaumes qu'il y avait en ce moment-là, il change le nom du royaume le plus influent. C'était le royaume Jolof, D-J-O-L-O-F-F, hein, au Sénégal. Il change ce nom-là, il enlève ce nom-là du royaume le plus influent au Sénégal et il lui donne le nom de Sénégal. Il ajoute un L à la fin de Sénégal de la carte allemande. Bien. Voilà la première fois qu'on utilise le nom Sénégal. Mais la France, un peu plus tard, 3 siècles après, il change le nom de Sénégal qu'il avait donné juste à partir de Sénégal, de la carte allemande. Il change le nom du fleuve Sénégal à celui de Sanaga. Voilà la première fois qu'apparaît dans l'histoire le nom de Sanaga au pays que nous appelons aujourd'hui Sénégal et qui fait référence au fleuve Sénégal. Alors les Français, en 1738, ils changent le nom du fleuve Sénégal et ils lui donnent celui de Sanaga. Bien, ça c'est alors l'histoire, la première partie de l'histoire. Et nous sommes au Sénégal. Nous sommes arrivés à Sanaga. Sanaga. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui, plus tard, nous allons essayer de voir quelle relation y a-t-il entre ce Sanaga dont nous venons d'expliquer historiquement. Comment ce nom est parvenu au Cameroun. Bon. Restons encore au Sénégal. Nous avons abordé le sujet depuis une perspective historique. Toujours est-il qu'il y a une autre acception, une autre explication qui nous amène à une autre vision du mot Sanaga. Bon, l'explication étymologique au Sénégal, du mot Sanaga viendrait, là encore, nous devons nous remonter à l'histoire.
il paraît, au 15e siècle, 15e siècle, un tel Denis Fernandez, c'était un prêtre. Il tombe sur une tribu, un groupe de pêcheurs au bord de ce fleuve que déjà je le dirais bien, les Portugais appelaient Sénégal. Mais la culture n'était pas très répandue chez les villageois et pas chez les pêcheurs. Alors, le prêtre demande alors, c'est le pas qui est commun pour pouvoir trouver le nom des choses, le nom des villages, le nom des localités, les noms des fleuves, etc. Le voyageur étranger qui n'est même pas africain, pour pouvoir connaître le nom des choses, il demande aux gens du lieu. Alors, le grand problème qu'il y a, c'est que la réponse, c'est pour ça que nous disons toujours, le langage, c'est très important. C'est très important dans la communication. Si les gens ne se comprennent pas, si les gens ne peuvent pas se communiquer correctement dans le langage, il y aura toujours des malentendus qui peuvent avoir des conséquences même dramatiques. Nous sommes en train de voir ça dans plusieurs coins du monde et nous en parlerons à un autre moment. Bien. Alors, M. Denis Fernandez demande alors aux pêcheurs du bord du fleuve Sénégal, mais comment appelez-vous ce fleuve? Alors, les naïfs, ils ne savaient pas comment leur dire. Alors, ils répondent, pensant qu'il était en train de demander comment s'appelaient les pirogues qu'ils utilisaient pour naviguer à travers Ils lui répondent alors en langue Wolof du Sénégal, langue Wolof. Ils lui répondent ce que c'est le Sunu Gaal. Sunu Gaal. Sunu Gaal. Bon, selon la grammatique, la grammaire Wolof, Sunu, c'est le pronom possessif. Première personne du pluriel de pronom possessif du pluriel, notre ou nos. Et gal, c'est pirogue. Donc, étymologiquement, à partir de la question de cet abbé, Denis Fernandez, les autochtones, pêcheurs autochtones répondent, c'est nos pirogues. Nos pirogues. Sunu gal. Sunu gal. Alors, le prêtre, par l'incompréhension, la difficulté de communication et d'interpréter exactement ce qu'il avait compris, il avait noté Sénégal. Sénégal. Voilà, ici, nous trouvons la première explication exacte du nom Sénégal.
la première explication du nom Sénégal. Nous avons vu que dans le point de vue historique, c'est les Français qui avaient ajouté le L de Sénégal, portugais, allemand, je veux dire, Sénégal allemand. Eux, ils avaient changé le nom du royaume Jolof, les Français, par le nom Sénégal. Hein? Bon, historiquement. Mais c'est au XVIIIe siècle, selon l'histoire. Mais nous trouvons, bien avant, 3 siècles avant, nous trouvons un individu, un prêtre, Denis Fernandez, qui donne directement l'acception du mot Sénégal, 3 siècles avant les Français, et qui explique ça par le malentendu. C'est d'ailleurs cela qui va arriver au Cameroun, nous le verrons. Le malentendu, la manière incorrecte d'interpréter ce que on aurait entendu des autochtones, ils ont écrit directement Sénégal. Donc, selon l'étymologie, le mot Sénégal vient du 15e siècle, 1446, du dialogue du père Denis Fernandez avec les pêcheurs autochtones. 15e siècle, 1446. Ça ne veut pas dire que l'histoire du 5e siècle avec le Sanagas du Génovais, l'Ansarol n'est pas valide, mais il n'y a pas suffisamment de base solide pour laquelle l'Ansarol aurait choisi le nom de Zanaga. Du moins, nous n'avons pas pu trouver des éléments probatoires de cette thèse. Donc, avec cette situation, les Français, au XVIIIe siècle, sont déjà au point de dominer la zone et de donner le nom du pays qu'ils sont en train de conquister. De conquister. Alors, ils lui donnent le nom de Sénégal ou Sanaga. Ça vient d'ailleurs d'une carte que nous allons publier le moment venu. Il y a une carte à l'appui où on donne le nom du fleuve en 2 versions à la fois. Sénégal, c'est une carte française. Et on donne le nom du fleuve Sénégal ou Sanaga. Voilà. Donc, le nom de Sanaga est synonyme, selon les Français, de Sénégal. Voilà, nous avons terminé cette première partie de l'explication de Sanaga. Voilà, nous allons donc chuter sur la deuxième partie avec la même stratégie de recherche du côté du Cameroun. Nous nous sommes posé la question, c'est pour le rappeler, Sanaga est-il
sénégalais ou camerounais? Alors, la première réponse, nous venons de le développer depuis 2 points. Le point historique et le point étymologique. Nous nous réservons le point géopolitique lorsque nous aurons abordé le point de vue de l'histoire de Sanaga ou de l'étymologie Sanaga au Cameroun. Et notre perception géopolitique sera donc faite conjointement avec les deux positions, Sénégal et Cameroun. Bon, le cas du Cameroun, c'est que nous allons parler depuis le début, nous allons parler plutôt du grand fleuve du Cameroun. C'est le fleuve le plus important et le fleuve qui parcourt plus de kilomètres au Cameroun. Nous sommes en train de parler d'un cours de plus de 918 kilomètres. C'est sérieux. Donc, commençons par l'hydrographie. Avant de tomber sur l'histoire que nous avons promise, l'hydrographie. Comment connaissons-nous aujourd'hui, depuis toujours, le grand fleuve du Cameroun? Nous allons pour cela aller aux sources, mieux dit encore, les affluents du grand fleuve. Commençons par le plus important, le plus significatif, le Lom. Pourquoi je dis le plus significatif? Parce que c'est l'affluent le plus étendu et en plus, celui qui parcourt plusieurs pays. Donc, le Lom prend sa source au-delà du Cameroun, donc en République centrafricaine. Et il parcourt tout le Cameroun jusqu'à un peu au nord de Betareoya, de Belabo, je veux dire. Donc, il est l'affluent le plus long. Entre sa source et le bassin de sa confluence avec le grand fleuve, nous pouvons dire qu'il y a un autre affluent au Lom. Un autre affluent au Lom qui s'ajoute au Lom avant d'arriver à la confluence avec le grand fleuve. Cet autre affluent, c'est le Djerem. Le Djerem. Donc, le Djerem et le Lom se confluencent et se jettent sur le grand fleuve du Cameroun. Avant cette confluence, on ne parle jamais de
du nom que nous allons découvrir. Chaque affluent donne son nom à l'affluent. Le Djerem et le Lom, jusqu'à maintenant. Mais avant tout, nous allons éclaircir quelque chose, une erreur que beaucoup mettent dans le réseau, comme toutes les choses qu'on met sans critères dans le réseau, la définition de droite ou gauche d'un cours d'eau. Droite ou gauche d'un cours d'eau. On peut bien penser que la droite ou la gauche d'un cours d'eau, c'est par rapport à la carte physique. Lorsque nous voyons la carte, nous voyons de notre côté droite, nous voyons une partie du fleuve, un côté du fleuve. Mais depuis notre conception personnelle de droite, lorsque nous observons une carte. Et de l'autre côté du fleuve, nous observons l'affluent de la gauche selon notre perception d'observateur de la carte. L'autre affluent se trouverait à la gauche. Mais c'est une perception équivoque. Notre manière d'interpréter la gauche d'un cours d'eau, c'est plutôt la direction de l'eau. C'est-à-dire, le cours d'eau naît et il va vers son affluent, son estuaire, là où ça termine le parcours. Donc, lorsque nous suivons le parcours, le cours d'eau, nous nous mettons à la position, la direction de l'eau, du cours d'eau, de la rivière, du fleuve, et alors nous nous mettons à la même direction que le fleuve. Et là, nous pouvons dire, la gauche, c'est à notre droite, lorsque nous regardons la carte. Lorsque nous voyons la carte, la gauche du fleuve, c'est la gauche de la rive gauche. Ce n'est pas par rapport à notre vision comme observateur de la carte. C'est réellement la partie gauche du fleuve qui va vers son estuaire. Alors, la gauche, c'est notre droite. Et la droite du fleuve, la rive droite, c'est notre gauche. Donc, il faut bien définir ça. Il faut bien comprendre ça. Sinon, nous allons... tout ce qui vient dans le réseau n'est pas le correct. D'abord, il faut savoir que tout ce que nous voyons dans le réseau, ça peut avoir des erreurs conceptuelles franchement graves. Bon, dans ce cas, nous avons éclairci ce point. Donc, revenons donc à nos moutons. Le Lom, qui est l'affluent le plus long, à plus de 300 km, 380 km, correspond à la rive gauche, mais pas droite, à la rive gauche du grand fleuve. D'accord? Mais, toujours est-il que c'est incorrect, parce que avant de se joindre au Djerem, le grand fleuve n'existe pas. Le point de vue
cartographique, hydrographie. Ils sont d'abord affluents entre eux, le Djerem et le Lom, avant de donner naissance au grand fleuve. Donc, selon sa forme, comme un Y couché. Donc, il y a le Lom qui est un bras de Y et qui vient de la République Centrafrique. C'est la partie gauche. Et le Djerem, c'est la partie droite. Et les deux se confluent au point de départ sur l'origine du grand fleuve. Nous continuons le parcours du grand fleuve et nous arrivons à un autre grand affluent. C'est le Mbam, qui se trouve à la rive droite, pas à la gauche, la rive gauche, non, à la rive droite du grand fleuve. Mais lui aussi, comme dans le cas du Djerem et du Lom, le Mbam reçoit un autre grand affluent qui vient du pays Bamileke, qui est le Noum. Le Noum. Il se conflue au Mbam. Normalement, l'histoire, l'hydrographie du Cameroun parle que le Mbam est grossi du Noum. Ça veut dire qu'ils se confluent entre eux pour le Mbam reçoit les eaux du Noum d'origine de la zone Bamileke. Il reçoit ces eaux, il se grossit, mais il continue à être le Mbam jusqu'à la confluence avec le grand fleuve. Avec le grand fleuve. Donc le grand fleuve reçoit 4 affluents de manière indirecte. Reçoit 4 affluents de manière indirecte ou indirecte. Bon, de manière directe, il reçoit l'affluence du Lom grossi du Djerem. Et puis, il reçoit l'affluent du Mbam grossi du Noum qui vient du pays Bamileke. Alors, le grand fleuve passe alors à parcourir toute une longue distance jusqu'à terminer son affluence dans l'océan Atlantique. Bien. Voilà un peu l'hydrographie. Commençons donc, s'il vous plaît, par l'histoire. L'histoire. Quand nous parlons de l'histoire, plusieurs fois, nous devons comprendre que l'histoire, selon ce qu'on nous a dit, c'est l'histoire du passé basée sur les écrits. Mais les écrits ont été le terrain sur lequel les civilisations occidentales ont été très forts avant les civilisations africaines. Donc, nous ne pouvons pas, selon Kizerbo, négliger la tradition non écrite pour pouvoir bâtir l'histoire de l'Afrique en général, et dans ce cas, l'histoire du bassin du grand fleuve
on ne peut pas encore prononcer le nom du conflit. Le grand fleuve. Commençons donc sur une petite histoire non écrite, mais non pas pour cela que ce ne sera pas pertinente. Si nous regardons le cours du fleuve, du grand fleuve, à partir de l'affluence du Long et du Djerem, à partir de là, jusqu'à l'estuaire, à l'Atlantique, le fleuve, le grand fleuve, après l'affluence du Mbam, traverse des grandes localités, des villes, des peuples. Bien. Parmi ces peuples, il y a un qui va nous intéresser de manière particulière. Presque au début de sa naissance comme grand fleuve. Nous allons laisser les deux premiers affluents parce qu'ils se confluent avant de se jeter directement dans le grand fleuve. À partir de cette affluence des deux premières branches de la Y, à partir du tronc de la Y, il y a un peuple qui attire notre attention pour bâtir notre histoire du grand fleuve. Ce peuple s'appelle Nanga et Boko. Nanga et Boko. Tout le monde au Cameroun connaît de quel village, de quelle ville s'agit-il. Juste au bord du grand fleuve. D'accord? Au bord du grand fleuve. Allons donc nous jeter à l'histoire de ce peuple. Le nom. Pourquoi dit-on Nanga et Boko? Nanga et Boko, c'est un lieu où une personne camerounaise, un ancêtre de la tribu, de la famille Beti du Cameroun, l'ancêtre, c'était Nanga. Nanga. Nanga, pourquoi? Parce que c'est le synonyme de albinos. C'était une personne albinos qui est à l'origine, qui est l'ancêtre commun de tous les Beti. Nanga. C'est pour ça nous allons connaître la famille Beti par Beti Nanga. Les Beti, c'est les fils, les descendants de Nanga. Beti Nanga, ça veut dire les descendants de Nanga. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui Nanga et Boko, c'était là où vivait originalement, depuis le début, l'ancêtre des Beti, Nanga. Pourquoi Eboko? En langue Beti, puisque c'était l'ancêtre des Beti, en langue Beti, Eboko révèle le caractère d'habitat. Ibori. En Eton, Ibori. Donc, c'est le caractère d'habitat là où vivait Eboko. Nanga Eboko.
Nanga et Boko. Là où vivait Nanga. Hein? Ibori Nanga. Nanga et Boko. Donc, c'est là l'origine du nom. Et comme nous avons dit, Iboki Nanga, c'était où la rive, à la rive gauche du grand fleuve. La rive gauche du grand fleuve. Donc, c'était là que vivait l'ancêtre de Betty. Mais là, vous savez que lorsqu'on vit au bord du grand fleuve, notre vie est pleine. Hein? La vie de l'ancêtre Betty était à cheval entre la grande forêt, la forêt dense équatoriale, la forêt équatoriale, le grand fleuve qui lui apportait la commodité pour se baigner, pour s'alimenter de poissons, pour dans la forêt, pour la chasse et la cueillette. Bon, c'était la vie complète pour ses descendants, sa famille. C'est pour ça, au point de vue du cours d'eau qui passait par le village ou l'habitat de Nanga, les Bétis avaient nommé ça Ossa Nanga. La même chose que nous disons Nanga et Boko, Ibori Nanga, hein, là où vivait Nanga, on dit aussi hein, Ossa de Nanga. Ossa. Ossa, ça veut dire quoi? Ça veut dire un cours d'eau, un étang, là où on peut s'approvisionner de poissons. Hein, de poissons. Donc, Ossa. Ossa Nanga. Cette parole Ossa est encore très présente chez les Fang. Hein? Il faut se rappeler que les Fang, qui sont très loin en Guinée équatoriale, c'est les premiers Bétis qui sont arrivés jusqu'en Guinée équatoriale. Les originaires, les premiers Bétis. C'est pour ça qu'ils conservent beaucoup de paroles originaires du Béti que ceux qui ont été éparpillés partout le Cameroun et l'Est. Les Fang de Guinée équatoriale ont beaucoup de paroles très similaires, hein, parfois même sans altération, hein, du Béti original. Bon. Donc, je veux dire, la parole Ossa, ça fait référence à un cours d'eau, un étang, une piscine, un étang d'eau qui nous fournit la commodité de la vie. Principalement, nous fournit du poisson. C'est pour ça, Ossa. Hein? Ossa. C'est l'explication de la parole Ossa. D'accord. Éclaircis cette parole-là, Ossa, le complément, hein? Ossa Nanga. Ossa Nanga, c'est l'Ossa de Nanga. Là où Nanga vit, Nanga est beaucoup. Hein? Ibori Nanga. Hein? Ibori Nanga, Igbe Ossa. Ossa Nanga. D'accord? Donc,
le grand fleuve, sur le passage chez les Bétis, prend le nom de Osananga à cause de pour nous rappeler que c'est le lieu où les Bétis, l'ancêtre des Bétis, a existé. Donc, il est donc à rappeler que les Bétis, à partir de Nanga et Boko, s'étendent tout au long du cours d'eau jusque vers Okola et tout ça là, en passant par Monatélé. Toute cette zone-là, à partir de Nanga et Boko, considère que le grand fleuve du Cameroun s'appelle Osananga. Osananga. D'accord? Ça, c'est compréhensible totalement à partir de l'étymologie. L'étymologie originale, réelle du grand fleuve du Cameroun. Sur cette zone-là, c'est le nom que nous retenons, Osananga. Nous n'allons pas aller plus loin. On pourrait. Il y a aussi les Manguissa qui préfèrent raccourcir. Ils appellent Djom. C'est des appellations qui n'ont pas eu tant de poids que Osananga. D'accord? Parce que c'est Osananga qui congrègue, ça réunit tout le sentiment. En effet, toute la culture des Bétis a des fondements basés sur la conscience de Osananga. Toute la culture, il n'y a pas un seul Béti qui peut ignorer l'influence de Osananga dans son histoire. Un exemple, vous avez l'épopée quand historiquement il y a eu, nous parlons beaucoup du Cameroun, du Cameroun, il ne faut pas oublier que les Bétis sont les premiers qui ont eu à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour la liberté du Cameroun face à l'invasion de la Yikate de Ousmane Dan Fodio. Et c'est les Bétis, les premières populations du Cameroun qui ont eu à lutter très fort, dur, de manière héroïque pour préserver le Cameroun de la domination de Ousmane Dan Fodio. Alors, il y a deux éléments qui avaient contribué à arrêter, je dirais même trois éléments qui ont contribué à arrêter l'avancée de la Yikate de Ousmane Dan Fodio. C'était d'une part l'écosystème. Pendant que les chevaliers, les guerriers de l'islamisme utilisaient les lances et les chevaux, ils étaient des experts pour les combats à cheval. Devant les sédentaires de la forêt équatoriale, les premiers Bétis, ils avaient tout à fait la possibilité de perdre devant cette avancée islamiste.
Alors, le fait d'être dans la forêt, de se mettre dans la forêt pour pouvoir profiter de la densité de la végétation et la protection de l'avancée des chevaux. Le cheval ne peut pas courir dans la forêt de la même manière que dans la savane. Donc, l'écosystème, l'écologie du système avait sauvé d'une manière les bêtis. Deuxième élément, l'arrivée du blanc. La colonisation allemande, nous ne parlons pas de colonisation dans ce cas française parce qu'elle vient plus tard. La colonisation allemande avait permis d'arrêter de racines l'avancée de cette colonie djihadiste. Pourquoi? Parce que les Allemands avaient l'arme à feu et ils avaient tout le nécessaire pour pouvoir arrêter de racines n'importe quelle agression aux populations sous le régime allemand. C'est la deuxième cause de l'arrêté, du stoppage. La troisième cause, précisément, c'était au Sananga. Les chevaux ne pouvaient plus traverser le grand fleuve pour pouvoir arriver à l'autre rive de la Sanaga. Il y a même une épopée, une légende qui dit que les populations bêtis ont traversé, dans la poussée islamiste, ils ont traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent, puis patati patata. On croit que c'était, en ce temps-là, il y aurait des baleines ou quelque chose comme ça. Alors la baleine se serait mise de travers pour permettre la traversée. Bon, ça c'est des légendes. On n'a pas des preuves scientifiques pour pouvoir le démontrer. Toujours est-il que la Sanara avait permis la traversée des bêtis pour fuir les attaques de Ousmane Dan Fodio. Donc, les trois éléments, la forêt dense, la présence de l'Allemagne comme premier pays occidental avec des armes à feu pour lutter, pour défendre sa colonie, et le fleuve infranchissable des chevaux qui avaient servi d'armes de bataille contre les bêtis. Bien. Donc, voilà décrit le panorama de Osananga chez les bêtis. Voilà. Maintenant, nous allons aborder le troisième point sur la barbarie que peut provoquer une situation, une interprétation géopolitique du grand fleuve du Cameroun à travers des noms que jamais le Cameroun, ni ses populations, ni même la population bêtis n'avaient jamais connu.
Alors, nous sommes en train de parler des Sanaga. Nous avons vu la partie de l'histoire où, même au Sénégal, ce nom a ses proches et ses comptes. D'accord? Mais nous avons arrêté que ce nom correspond plutôt à une langue, à une langue originaire du Sénégal, le Wolof, où il voulait signifier Sunu Gal, qui veut dire nos pirogues. Bon, on a expliqué ça. Mais au Cameroun, au même niveau de cette explication, l'homme blanc arrive, pas les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Français arrivent, nous sommes déjà au XXe siècle. XXe siècle. Au Sananga existe déjà des siècles et des siècles avant. Alors, ce n'est pas une barbarie penser que nous devons retrouver nos origines et ne pas nous soumettre à une position favorable à une politique géopolitique. Je ne veux pas être soumis à la tautologie. Nous ne devons pas nous soumettre à la géopolitique de ceux qui ont donné le nom de Sanaga à Osananga. Comme il était arrivé aux populations de la Sanaga lorsque le prêtre Denis Fernandez en 1446 avait demandé comment aux Sénégalais, aux pêcheurs sénégalais, comment s'appelle votre rivière ou fleuve. Eux, ils pensaient qu'on leur demandait sur leur pirogue. Ils avaient répondu notre, en signalant les pirogues. Nos pirogues, c'est nos pirogues. C'est nos pirogues. Sunu Gal. Sunu Gal. Et ça sonne Sénégal. D'accord? La même chose, les Français, quand ils arrivent sur la rive de la Sanaga, la rive gauche de la Sanaga, ils demandent aux autochtones, comment appelez-vous cette rivière ou fleuve? Les Bétis lui répondent Osananga, Osananga, Osananga. Alors, de la même manière que le prêtre Denis Fernandez au Sénégal, ils interprètent d'une manière tordue la vocalisation du nom que le Béti leur avait donné. Au lieu d'écrire Osananga, ils écrivent Sanaga. En référence à Sanaga que eux, ils connaissaient déjà. Sanaga, on a dit synonyme de Sénégal qu'ils connaissaient déjà dans leur colonie sénégalaise en 1738. 1738. Nous sommes au XXe siècle. À peu près
3 siècles après, c'est quand les Français arrivent au Cameroun. Et ils donnent le nom que eux connaissaient déjà au Sénégal, dans leur colonie. C'est eux qui avaient donné ce nom-là. Alors, quelqu'un peut penser que ce nom-là avait été donné par hasard. Nous autres, nous pensons que c'est un nom qui avait bien été calculé. C'est un nom qui avait été bien calculé. Pourquoi? Nous avons connu et nous connaissons encore la géopolitique française avec la France-Afrique. Il est temps de comprendre que le mot Sanaga, c'est garantir la liaison politique entre la France au Sénégal et la France au Cameroun. D'accord? Il est temps donc de récupérer notre identité. Identité. Nous avons droit à récupérer tous les pays qui ont vraiment voulu avoir leur indépendance. Ils ont récupéré leur identité. Hein. Nous avons je le dirais très bien, Haute-Volta, hein? Haute-Volta, qui avait été transformé en Burkina Faso, d'accord, sans problème, parce que le pays avait interprété que on pouvait changer ses dominations occidentales. C'est la même chose au Cameroun. Pourquoi on ne pourrait pas penser que nous ne sommes pas des crevettes, nous autres? Hein? Nous ne sommes pas des crevettes pour nous télédénominer Cameroun parce que ça vient, et puis on nous raconte ça dans l'histoire comme si c'était quelque chose de trop... bon, on est libre de penser que ce n'est pas que nous sommes des crevettes, sinon que nous avons une richesse maritime qui a attiré toutes les civilisations qui, on peut bien interpréter ça comme ça. Donc, je ne veux pas parler du Cameroun en général, je veux parler, par exemple, très spécifiquement de Sanara. La Sanara n'a jamais été un nom camerounais. C'est plutôt un nom qui, tôt ou tard, amènera de la discorde à grande échelle. Peut-être nous ne le verrons pas. Mais demain, c'est très possible. À partir, nous avons le problème, hein, lorsque les Ousmane Dan Fodio voulaient attaquer le Cameroun pour répandre l'islam, hein, le Cameroun ne parlait pas ni français ni anglais. D'accord? C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes en train de parler du XXe siècle. Le problème du nord-ouest et du sud-ouest n'existait pas jamais avant la Deuxième Guerre mondiale, les guerres européennes. Donc c'est un problème qui n'est pas un problème camerounais. Les Blancs, les Occidentaux, ils ont terminé leur guerre. Hein? Personne n'en parle plus jamais. Mais pourquoi nous autres, nous allons prendre? Pourquoi nous allons nous baser sur une guerre qui n'était pas la nôtre pour pouvoir maintenir une guerre qui est en train
de diezmer nos frères. Nous allons vraiment semer la mort entre nous pour une guerre qui n'a jamais été la nôtre. Vraiment, pensons très bien. Pensons très bien. Réfléchissons. Nous sommes en train de faire une guerre qui n'a jamais été la nôtre. Non. Et en plus, une langue n'est pas pour diviser. Une langue, n'importe laquelle, est pour communiquer des personnes. Soyons Camerounais. Soyons Camerounais. C'est-à-dire conscients que nous devons faire tout le possible pour bâtir notre espace de vie. Ensemble, tous, ensemble. Laissons ces gens qui ont intérêt à nous diviser. Commençons par des petits détails comme Osananga. Que Osananga reste Osananga. Et qu'on essaye d'éliminer les traces de la barbarie coloniale. Petit à petit, essayons de résoudre ces petits problèmes grâce à un noyau. Pourquoi nous ne pouvons pas nous entendre pour pouvoir développer notre espace de vie? On peut se comprendre pour développer notre espace de vie. Nous ne pouvons pas nous développer en se soumettant presque à l'aveuglette, aux dictées de l'envahisseur. Chers amis, j'en ai terminé. À vous de lire entre Sananga colonial avec les implications géopolitiques que tôt ou tard, peut-être nous ne le verrons pas, auront à coup sûr des conséquences politiques au Cameroun, ou alors choisir notre Osananga et exiger à nos autorités de faire leur travail, d'écouter la voix du peuple pour pouvoir donner au peuple ce qui lui appartient. Bonne journée, chers amis. Bye.